C'est vrai que le marché est obnubilé par ces réunions de l'OPEP. Ça fait plusieurs mois que ça dure et la prochaine, vous l'avez dit, c'est mercredi prochain. Juste un mot, Jean-Jacques. C'est décevant effectivement que le marché européen n'ait pas réagi aussi positivement que ce qu'on pouvait imaginer à l'appréciation du dollar face à l'euro notamment, parce que on se réjouissait d'un début à nouveau de surperformance des actions européennes depuis cet été grosso modo, et puis on voyait l'euro là qui baissait encore plus face au dollar depuis l'élection de Donald Trump. On s'est dit c'est tout bon pour les actions européennes. Non, ça a été avant tout très bon pour Wall Street qui est sur des niveaux records, Jean-Jacques. Alors en effet, nous avions deux marchés qui pouvaient profiter de la hausse du dollar. Ouais. Le marché japonais, le Nikkei. Qui lui en a profité. Absolument, qui lui en a profité. Il monte de 5% depuis le début du mois. Et les marchés européens, qui sont libellés en euros dans une devise qui s'est dévaluée de à peu près 4% contre dollar, et donc qui devrait s'apprécier tout simplement d'au moins 4%. Voilà, en termes nominal, en termes nominal, et d'autre part en termes business aussi, on a des exportateurs qui sont indéniablement favorisés. On voit que ce n'est pas le cas parce que il y a du risque politique en zone euro. On voit très bien que depuis Trump, le grand perdant finalement politique semble être la zone euro. On voit par exemple que les banques, les CDS des banques, c'est-à-dire le coût de financement des banques aujourd'hui n'a pas arrêté d'augmenter. Ça se voit par exemple sur les banques italiennes, même sur Deutsche Bank, avec un coût de financement qui reste assez élevé. Les spreads contre l'Allemagne se tendent. C'est évidemment le cas sur la France, mais beaucoup plus le cas sur l'Italie. Sur l'Italie, par exemple, aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont à 180 points de base. Et ça, c'est de la prime de risque politique, il n'y a pas à tergiverser. Enfin, c'est de la prime de risque politique. 14 heures. C'est de la prime de risque politique. Évidemment, cela se traduit aussi sur les bancaires. Et les bancaires européennes n'ont pas pleinement profité depuis une semaine, de la hausse de taux, comme ça a été le cas aux États-Unis. Elles ont eu un gros parcours quand même depuis le mois de juillet. Oui, mais quand on compare par rapport à des Bank of America ou des JP Morgan, on reste très en deçà en termes de performance. Donc en réalité, la thématique value européenne aurait dû s'exprimer, et ça n'est pas le cas en raison des problèmes politiques, parce qu'il y a une prime de risque géopolitique sur l'Europe. Je pense que les investisseurs internationaux n'en peuvent plus de la zone euro. Et donc aujourd'hui, on attend finalement quelque chose de positif, mais on voit mal comment, sans leadership au niveau européen, et on sait que les nouveaux leaders européens seront élus en fin d'année prochaine, on voit mal comment la zone euro va pouvoir aujourd'hui trouver un nouvel appel d'air politique favorable. Marc Daguerre, est-ce qu'on peut être déçu aussi par la performance des actions européennes? Je parle effectivement sur le passé récent, et on va dire, je sais pas, c'est pas l'année zéro, l'élection de Donald Trump quand même pas, mais depuis l'élection de Donald Trump, oui, c'est Wall Street qui marque des records en série, c'est le Japon qui fait beaucoup mieux que d'autres marchés. C'est décevant là, le parcours des actions européennes depuis 10-15 jours. En comparaison à ce qui se passe aux États-Unis, de toute façon, ça a de façon empirique, c'est assez souvent décevant le rapport Europe-États-Unis en général. C'est bien plus souvent un notre désavantage qu'un notre avantage. Aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Jacques, il y a une faiblesse latente en zone euro. J'ai entendu, il a dit les investisseurs internationaux en ont un peu assez de la zone euro. Un peu plus qu'assez. Bon, voilà, il y a ce référendum italien, il y a ce qui se passe en Grèce. Il y a aussi, il faut pas oublier qu'on va rentrer en Europe dans des zones d'élection aussi. Il y a plusieurs pays qui vont voir cette année. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau des élections. On voit le Brexit, on voit Donald Trump, on voit une espèce de montée j'allais dire, de votes de révolte sociaux, etc., qui pourrait quelque part, malgré tout, dans la tête de certains investisseurs, mettre l'euro en danger. Oui, c'est l'association qu'on fait. Non, mais pour dire les choses simplement, c'est Trump aux États-Unis, Marine Le Pen en France. Enfin, c'est l'association qui est faite de manière assez directe par un certain nombre d'investisseurs. Comme ça. Mais lorsque vous êtes investisseur et que vous cherchez des actifs sur lesquels vous voulez investir, vous essayez d'évaluer le risque que vous avez. Même si le risque peut être minime, s'il existe, vous pouvez peut-être essayer justement d'aller voir ailleurs. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer effectivement, parce que le risque n'est pas un risque zéro. Bon, et il est d'autant plus important aujourd'hui qu'on avance dans une situation de fracture sociale globale qui fait que on pourrait arriver à ce type de raisonnement. Parce que si les financiers, ou en tout cas les gens qui font ce marché-là, peuvent parfois se sentir loin d'une certaine manière de certaines personnes qui vont
vont prendre des décisions à l'encontre de ce que eux trouveraient logique. C'est quand même le nombre qui fait la décision au bout du compte. Et on l'a vu aux États-Unis et en Angleterre récemment. Donc je pense que venant de là, il y a une fragilité de la zone euro qui est de plus. On parlait des banques tout à l'heure. Faut pas oublier que Deutsche Bank était quand même une des 5 plus grandes banques mondiales et est arrivé à un moment à des questions de faillite ou pas. De Lehman Brothers européens ou pas. Bon, quand on en arrive là, on peut se dire quelque part pareil dans la tête d'un investisseur. On dit bon, ouais, les banques d'accord, mais il y a un mois on me disait Deutsche Bank. Mais ça veut dire pour vous que la barre est haute pour que les investisseurs non résidents, comme on dit, hors Europe, retrouvent de la confiance vis-à-vis de nos marchés. Je pense que ce qui se passe d'un point de vue conjoncturel n'est pas favorable en termes d'arbitrage à la zone euro aujourd'hui. Voilà. Il y a mieux à faire qu'aller investir en Europe globalement aujourd'hui quand on est investisseur global. Déjà qu'en temps normal, ça peut être le cas, mais là particulièrement. Encore plus que d'habitude peut-être. Alexandre, c'est embêtant parce que effectivement, Marc, Jean-Jacques le disent. Enfin, il y a le référendum italien, c'est immédiat, mais 2017 va être une année tellement chargée, tellement potentiellement explosive du point de vue politique en Europe qu'on se demande pourquoi la confiance reviendrait comme ça à un moment ou à un autre. D'ailleurs, entre les investisseurs étrangers et les marchés européens. Oui, mais à la fois, il y a des niveaux techniques qui ont été touchés et des niveaux de valorisation qui ont été atteints sur des indices comme le FTSE MIB, par exemple, qui prêtent aussi intérêt. Forcément, quand vous regardez la tête de l'indice FTSE MIB sur 15 ou 20 ans, on est sur des niveaux extrêmement bas. L'IBEX, c'est la même chose. Donc, il y a des niveaux de valorisation à un moment donné qui redeviennent intéressants, je pense. Et il suffit de pas grand-chose. Là, on est en train de former ce qu'on appelle des bottoms, donc des zones support qui se forment sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Il suffit qu'on commence à chasser un peu dans les zones, dans la partie haute de la partie basse, si vous voulez. La partie basse, c'est une sorte de petit canal qui se redresse progressivement. Si les indices commencent à taper la zone haute, ce sont des phénomènes très accélérants qu'on a ensuite, parce que ce sont des marchés qui ont été très vendus pendant des années, et si à un moment donné on voit que la situation s'améliore sur la question des NPL, donc des prêts non performants en Italie, que la situation politique par exemple, alors ça c'est un vrai sujet, parce que ce que je disais tout à l'heure, la question italienne, il y a deux volets. Si c'est le nom qui l'emporte et que ça génère une démission, une destitution, en tout cas une destruction du gouvernement Renzi, là ça pose un problème au marché, parce que derrière risque d'instabilité politique. Si en revanche c'est le nom qui l'emporte, mais que le président décide de laisser le gouvernement en place et oblige en quelque sorte oblige Renzi à conserver ses fonctions, à conserver le gouvernement en place. Il n'est pas dit du tout que le marché accuse ça négativement. Donc je pense que c'est pas que le nom qui pourrait provoquer un mouvement de marché. Le nom, mais avec un gouvernement Renzi qui resterait en place, je pense que ce serait pas perçu forcément très dangereusement par le marché. Ouais, c'est ça. Ce sont les décisions qui seraient prises suite à un non potentiel au référendum qui seraient surtout importantes pour les investisseurs. Je le pense. Et quand on regardait l'aspect technique des indices, là je m'en réfère à l'aspect plutôt graphique des indices au niveau de valorisation, il me semble quand même qu'il y a des opportunités, mais sur des niveaux desquels on n'est pas très loin, mais qu'il faut atteindre. Donc c'est 4006 pour le CAC, ça va être les zones de 10810, 10820 pour le DAX. Voilà, ce sont des zones, on est proche à 1%, 1,5%, donc c'est très très peu de ces zones qui sont les plus annuelles. Il suffit de revenir au contact, et comme c'est un range qui dure depuis 4 mois maintenant, depuis le début de l'été finalement, vous avez des parties très explosives qui peuvent suivre, et vous pouvez avoir 4, 5, 6% d'accélération de hausse derrière en l'espace de quelques jours. Donc il me semble que tant que les indices n'ont pas capitulé dans ces zones de prix, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas cherché des supports un peu dangereux, pour l'instant, regarder les zones hautes et chercher à jouer les casseurs quand elles se présentent, ça me paraît pour l'instant plutôt le pari à tenter. On marque une pause, messieurs. Alexandre, on vous retrouvera dans quelques instants pour la clôture, dans un quart d'heure précisément, pour la clôture des marchés européens. Marc Daguerre, Jean-Jacques Ohana sont avec nous jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos deux invités toujours avec nous en plateau, Marc Daguerre, président fondateur de DT Expert, et Jean-Jacques Ohana, directeur des investissements d'ICAP Asset Management, un des mouvements marquants de ces dernières semaines. Alors, tout a été accéléré par Trump, donc ce sont des tendances qui étaient déjà dans le marché avant l'élection de Donald Trump, mais qui ont pris une dimension beaucoup plus importante depuis, c'est la hausse du dollar, l'accélération à la hausse du dollar face à l'euro, mais encore beaucoup plus spectaculaire face à un certain nombre de devises. Alors, il y a le yen, les devises émergentes, le peso, bien sûr. Alors en plus des marchés émergents qui ont des problèmes spécifiques, on peut parler de la lire turque, il y a également la roupie indienne. Voilà, à chaque fois il y a des thématiques spécifiques autour de ces pays, mais néanmoins c'est une appréciation globale de la monnaie américaine face à l'ensemble, on va dire, des principales devises aujourd'hui dans le monde. Jean-Jacques, est-ce que ce mouvement peut continuer ? Et est-ce qu'à un moment, c'est un mouvement et un niveau du dollar qui va commencer à poser des problèmes à un certain nombre d'acteurs, d'entreprises, de pays? Ça a été le cas par le passé. Pour l'instant, on a l'impression que les marchés acceptent plutôt bien cette hausse du dollar. Alors, déjà, ce mouvement du dollar, il est le corollaire d'une augmentation des taux aux États-Unis.
Depuis l'élection de Trump, on a eu des taux qui sont passés de 1,80 sur le 10 ans, à peu près aujourd'hui à quasiment 2,4%. Donc on a eu quand même plus de 50 points de base d'augmentation des taux, ce qui est très significatif en moins d'un mois. Et cette augmentation des taux, elle fait suite aussi à une augmentation des anticipations d'inflation et de croissance. C'est-à-dire qu'avant Trump, on était il y a un mois, sur un taux long terme de l'économie américaine d'équilibre qui était de 1%, et maintenant on est revenu à 2. Donc on est revenu au niveau où on était à la fin de l'année dernière, et cela est fait pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que la Réserve fédérale n'a pas été particulièrement restrictive dans sa politique monétaire ou dans son ton, mais aujourd'hui il y a plus d'anticipation, de politique budgétaire, justement de relance budgétaire, et cette relance budgétaire implique que le taux d'équilibre de l'économie américaine a augmenté. Et donc derrière tout peut suivre. Exactement. Le dollar un peu plus fort, les taux un peu plus hauts, alors, une Fed un peu plus... Le problème c'est que tout le monde n'est pas... Tous les pays ne sont pas égaux devant la hausse des taux. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent très bien le supporter, et on le voit à travers la hausse du S&P 500, mais on voit que ça se passe pas très bien pour la zone euro. Par exemple, dans cette hausse de taux, eh bien, on a vu le Bund qui est passé de moins 10 points de base au plus bas à aujourd'hui à 20-25 points de base. Donc une hausse de taux qui est minime. Par contre, sur l'Italie, on a eu une tension par rapport à l'Allemagne de 80 points de base. Donc ça se passe pas bien globalement pour la zone euro. Normalement, cette hausse de taux devrait être simultanée avec des spreads de crédit, des écarts de se rétrécissent. Et ce n'est pas le cas. La BCE va être dans une situation qui est très délicate aujourd'hui, et on a par exemple sur l'écart entre le taux 10 ans américain et le Bund allemand, aujourd'hui c'est 213 points de base, c'est le plus haut depuis le début de la zone euro. Donc on arrive à des niveaux qui sont très importants, et que nécessairement la BCE va tenter par son discours de se montrer rassurante pour ne pas provoquer une hausse de taux qui serait insoutenable pour la stabilité financière de la zone euro. Et cela nécessairement va engendrer une poursuite de la dépréciation de l'euro, une poursuite de l'appréciation du dollar, surtout contre d'autres devises de financement, donc notamment l'euro, le franc suisse, le yen, vous en avez parlé, et je pense que cela va s'accentuer dans les prochaines semaines, et que cela va amener l'euro sous la parité. Et ben voilà, sous la parité. Sous la parité, peut-être même des niveaux comme 0,95. Alors techniquement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait... Et ça permettra, juste parce que je vais passer la parole à Marc Daguerre, qui a une vision un peu technique, là, même très technique de ces marchés-là, mais admettons, parité ou sous la parité. Quand on en parlait l'an passé, le marché a déraillé à un moment par rapport à cette idée-là. Là, vous dites, on est dans une situation différente, on refait pas toute la démonstration, mais on est dans une situation différente où oui, on pourrait avoir la parité euro-dollar et avoir des marchés qui malgré tout gardent des points d'équilibre ou des niveaux d'équilibre. On a une hausse du dollar qui s'accompagne d'une hausse des actifs risqués. D'accord. Donc c'est le signe que oui, il y a des fondamentaux qui ont changé et qui permettent d'encaisser, on va dire, ces mouvements-là. Jusqu'où on peut aller sur l'euro-dollar, Marc? Enfin, je sais pas, on peut être un peu précis d'ailleurs, là, si on fait un peu de technique avec vous, grâce à vos analyses techniques et de chartistes. Jusqu'où on peut aller, en combien de temps? C'est un mouvement qui va vite? Oui, alors je rejoins Jean-Jacques sur la parité, voire en dessous. Techniquement, il y a deux choses. D'abord, la zone de la parité aujourd'hui correspond à la borne inférieure d'un canal de très long terme dans lequel l'euro-dollar évolue depuis 2008. Et cette borne inférieure arrive aujourd'hui à un niveau de parité, puisque étant une borne descendante, elle n'est pas tous les jours, mais on la regarde au même point. Quand on l'a regardé au moment où on était tombé à 1,05, il y a un an. Voilà, il y a un an. On en était, la borne inférieure n'était pas là. On était sur les 1,05 sur la borne inférieure. Donc là, déjà, techniquement, c'est une première indication. Ensuite, l'euro-dollar a tergiversé dans une espèce de range pendant plusieurs mois, à partir de ces 1,05 justement, sans trouver de véritable tendance, en alternant les phases de hausse, de baisse de façon assez erratique. Et là, il est en train de sortir de ce range à la baisse. Ce qui, encore une fois, confirme ce qu'a dit Jean-Jacques, d'un point de vue technique, à savoir une accélération baissière tout à fait envisageable. Et
Et je serais pas non plus surpris si cette parité, alors la parité c'est quoi? La parité c'est uniquement une zone psychologique aujourd'hui. Hein. Techniquement ça correspond à la borne inférieure du canal aujourd'hui, mais on sait qu'il y a parfois des niveaux psychologiques qui font que les intervenants de marché se disent tiens, on est attiré par ces seuils psychologiques. Puisqu'après tout la bourse c'est de l'offre et la demande. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a des arbitrages qui vont se faire dans ce sens-là. Mais je serais pas surpris, surtout au vu de la baisse qu'on avait avant de rentrer dans ce rebond en forme de drapeau, qui était quand même assez intense. Hein. On avait une chute libre avant pendant des années de la paire euro-dollar, et je pense qu'on pourrait effectivement avoir une nouvelle vague de baisse qui serait proportionnelle. Et si les 1 casse, si on passe en dessous des 1, je pense qu'effectivement on peut descendre plus bas de façon assez conséquente. Mais ça, enfin dans un scénario central avec une probabilité significative aujourd'hui, c'est fin d'année, c'est dans 6 mois, c'est. Alors la parité là aujourd'hui avec l'accélération qu'on a vue, je pense qu'on peut l'atteindre. Fin d'année reste un mois. Bon. Non mais c'est pour avoir une idée de l'horizon de temps que ça peut. Si l'euro-dollar part dans une chute libre sans qu'elle soit forcément très violente, mais en tout cas sans véritable rebond intermédiaire, comme il l'a déjà fait auparavant, oui, on peut y arriver au courant de début 2017, sans problème. Après, la question sera de savoir qu'est-ce qu'il en sera à ce niveau-là. Quelles vont être aussi les politiques des banques centrales européennes, d'arbitrage, justement, entre la monnaie unique et le billet vert. Il y a beaucoup d'éléments conjoncturels et macroéconomiques qui rentrent en compte et qui sont forcément à prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, l'euro, c'était une décision d'uniformité économique, mais sans essayer d'y adjoindre une uniformité politique. Et la politique aujourd'hui européenne est en plein marasme à tous les niveaux. Voilà, l'Allemagne doit supporter l'euro à je ne sais pas combien de pourcents, j'ai pas regardé exactement, mais si on devait regarder, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir des tensions qui vont finir par fragiliser tout ça encore davantage. Elles sont déjà là, même les tensions, on peut dire. Sur l'Italie, Jean-Jacques, là, pour boucler avec l'euro, enfin, qu'est-ce qu'on peut, parce que maintenant qu'on a vécu le Brexit, qu'on a vécu Trump, qu'on a tous été surpris par les résultats des urnes et qu'on a été peut-être encore plus surpris par les réactions de marché, alors souvent à double détente, hein, il y a une première réaction et puis une réaction qui suit souvent en sens inverse. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario autour du référendum italien? Déjà, est-ce que c'est un événement vu du marché aussi important, aussi binaire, aussi systémique que ce qu'on a vécu avec Brexit et Trump? Probablement moins, dans un premier temps, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre Baradez, il peut très bien y avoir une victoire du non et un maintien du gouvernement Renzi. Bon, néanmoins, l'Italie, c'est un pays systémique. C'est le premier émetteur de dette de la zone euro. Avec plus de 30% de la dette émise totale de la dette souveraine de la zone euro provient de l'Italie. Clairement, si on commence à se poser la question de la sortie de l'Italie, l'édifice européen est en danger. Enfin là, c'est pas un référendum pour ou contre l'euro, c'est est-ce qu'on veut réformer le système des deux chambres en Italie pour faire avancer les réformes. Le problème aujourd'hui de la politique italienne, c'est qu'on a le parti social-démocrate qui est la partie qui est en réalité le seul parti qui fait bloc pour l'Union européenne, globalement, même s'il y a eu des désaccords, on voit que c'est le seul parti aujourd'hui qui est clairement pro-européen, et aujourd'hui qui fédère contre lui différents types de populisme, avec une droite, malheureusement une droite modérée qui représente très peu. C'est un petit peu l'inverse de la France aujourd'hui, de l'état des forces en présence. Et aujourd'hui, on a des partis populistes d'extrême droite qui sont plutôt minoritaires, mais qui doivent représenter à peu près 10-15%. Et puis le M5S, qui est l'aile gauche, donc assez proche de Syriza, mais peut-être avec une touche un peu plus identitaire, donc une extrême gauche un peu particulière quand même, très populiste également, et qui est clairement anti-européenne, et qui, elle, fait de son cheval de bataille la sortie de la zone euro, qui le dit très clairement. Et mis à part leur anti-européanisme, le problème, ces partis-là, ils n'ont rien en commun, ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. C'est que l'Italie soit vraiment ingouvernable. C'est qu'on arrive dans une situation où l'Italie peut, à la suite du référendum, se trouver
ingouvernable et où Matteo Renzi peut perdre toute sa légitimité. Et sauf qu'on s'est fait Il faut bien ces gouvernements techniques directs, on l'a vécu déjà 30 fois ces dernières années, Jean-Jacques. Cela ne fera à terme que discréditer finalement ces gouvernements. On l'a vu malheureusement la dernière fois avec Mario Monti, ça s'est très mal passé pour lui. Aujourd'hui, ces gouvernements techniques sont discrédités au niveau des citoyens. Il n'y a absolument plus aucune confiance dans les institutions européennes et malheureusement les simples constats que j'ai posés, à savoir que l'Italie était le principal émetteur de dette et que si l'Italie était en danger politique, la zone euro dans son intégralité était en danger, ce constat aujourd'hui n'est pas correctement appréhendé par nos dirigeants européens. D'accord. En revanche, il est à peu près correctement appréhendé par les marchés à ce stade, au niveau de risque aujourd'hui où on en est sur l'Italie. Hein. On le voit. Aujourd'hui, c'est correctement appréhendé. Je pense qu'une victoire du non de l'Italie pourrait accélérer, justement, on en parlait tout à l'heure, la chute de l'euro. Oui, c'est ça. C'est ce qui se joue aussi à travers. Alors, il y a la hausse du dollar, évidemment, mais à travers paradoxalement, être partiellement bénéfique pour certaines actions européennes. C'est là tout le paradoxe. Ouais, bien sûr. Baisse de l'euro, ça profite à certains secteurs exportateurs. Enfin, traditionnellement, voilà, il y a des valeurs qui sont corrélées effectivement au niveau de l'euro ou au niveau du dollar. Messieurs, vous restez avec nous. On va vivre ensemble la fin de séance sur les marchés européens. Le CAC, pour l'instant, progresse de 0,2%, 4550 points. 17h30, fin de séance sur les marchés européens. On va vivre ça avec nos invités du Club de la Bourse, Jean-Jacques Oana, ICAP AM, c'est ça, hein, oui. ICAP Asset Management, pardon, et Marc Daguerre, le fondateur et président de DT Expert. On est en duplex également à nouveau avec Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. Fin de séance tranquille. Alexandre, on était en train de débattre sur la hausse du dollar et puis la chute de l'euro. Enfin, à quel moment, maintenant c'est la question qu'on se pose ici, à quel moment est-ce qu'on va arriver à cette fameuse parité sur la perte de devise euro-dollar? Je suis pas sûr qu'on y arrive. Alors on va essayer de voir dans quelle mesure ça peut évoluer. Alors c'est une très bonne remarque. Les deux invités en plateau, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais les deux invités en plateau sont persuadés, en tout cas grandement convaincus, qu'on va y arriver dans les mois qui viennent peut-être et que ça pourrait aller très vite et même peut-être en dessous de la parité. Oui, alors c'est vrai qu'on faisait des paris un peu similaires il y a quelques temps et on s'était arrêté à 1,05. Alors depuis, effectivement, l'euro a tenté plusieurs fois de repartir à la hausse et a échoué sur les 1,15 et retombe pour la troisième fois. Donc, et c'est ça qui est important effectivement et qui me fait dire qu'on peut aller plus bas cette fois-ci, qu'on retombe sur 1,05. On était tombé à 1,05 début 2015, ensuite décembre 2015 on retombe à 1,05 et là c'est la troisième fois donc en l'espace d'un an et demi qu'on retombe sur ce niveau-là. Ça correspond sur le dollar index, donc qui est l'évolution du dollar par rapport à un panier global de devises. Ça correspond sur le dollar index au niveau des niveaux techniques très intéressants parce que ça correspond à 61,8% de retracement de toute la phase de baisse de 2001-2002 à 2008. On a retracé donc quasiment 2/3, un peu moins de 2/3 de tout ce mouvement-là. Ça veut dire que techniquement, il reste encore de la place pour que le dollar index accélère encore un petit peu au-dessus, vienne chercher 62, 63, voire 64% de retracement. Et donc, comme l'euro correspond à peu près à 60% dans la pondération du dollar index de composition, ça veut dire qu'il a la capacité d'aller chercher sous les plus bas précédents et sous les plus bas de 2015. Ça voudrait dire donc tomber sous 1,0460 qui était le plus bas précédent. Je pense qu'il a la capacité de le faire, mais j'invite en revanche ceux qui cherchent à le trader de manière opérationnelle. Vous avez vu qu'on est venu chercher donc le plus bas de décembre 2015. On est tombé sur 1,0525. Point bas. Ça rebondit un peu au-delà de 1,06 et on sait pourquoi. C'est la Banque Centrale Européenne. Il y a notamment, en tout cas, des rumeurs sur la BCE qui ont laissé entendre que la BCE pourrait prendre son temps et ne rien annoncer en décembre sur le QE, plutôt attendre début d'année parce que la remontée de taux lui donne une petite bouffée d'oxygène. Ça a fait remonter l'euro au-delà de 1,06 et on reste sur ces niveaux-là. Moi, j'attendrais quand même des niveaux techniques, à savoir qu'on retombe sur des niveaux de 1,0520 et sur ces niveaux retouchés, là, effectivement, je pense qu'on peut chercher une cassure vers les plus bas de 2015, donc dans la zone 1,0460, voire 1,04. Je ne serai pas beaucoup plus gourmand en dessous parce que je me méfie ensuite, effectivement, de l'approche de la Banque Centrale Américaine, de la réunion à la fois de la BCE et de la Fed. Souvenez-vous que l'année dernière, à la même époque, c'est quasiment, on verra si c'est un copier-coller, j'espère pas, mais la BCE avait fortement déçu en décembre. Elle avait joué la carte très accommodante octobre-novembre, l'euro avait plongé à 1,05, la BCE avait déçu en décembre, l'euro en quelques heures était remonté de 1,05 à 1,10. Donc je jouerai très prudemment sur un nouveau signal baissier uniquement,
test de 1,0520 pour chercher 1,0460, pas plus que ça. Marc, qu'est-ce qui se passe avec l'or là? Et d'ailleurs l'once d'or là qui tentait de rebondir aujourd'hui est en train de s'essouffler à nouveau, $1180, alors que sur la première partie de l'année c'était peut-être le meilleur des actifs, quasiment toute classe d'actifs confondus. On a eu un début d'année tonitruant pour les métaux précieux en général et l'or notamment, et puis là ça semble caler. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. L'or reste sur les grands mouvements de marché l'indicateur de contre-tendance du marché indice action en général. Ça, on le voit sur les grandes tendances. C'est quelque chose de très visible et très remarquable. Donc, effectivement, début d'année 2016 très difficile pour les indices et les actions. En revanche, très bénéfique pour l'once d'or, effectivement, qui est revenu au-dessus des $1,350. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle l'effet Trump, en fait. L'or était déjà un petit peu en train de consolider. Si on regarde techniquement ce qui s'est passé le jour des élections, en tenant compte sur certains actifs du décalage horaire, hein, bien sûr, parce que entre l'annonce des résultats officiels et finalement les discours de la prise de fonction de Donald Trump, il y a eu un effet plus négatif pour les bourses européennes. Et pour l'or également. Donc on a vu ce qu'on peut appeler nous des spikes, c'est-à-dire des mouvements avec une amplitude très forte dans une donnée de temps très réduite. Et donc il y en a eu sur l'euro-dollar évidemment, et il y en a eu un sur l'or. C'est-à-dire que l'or a accéléré en début de session de ce mercredi très vite à la hausse pour revenir sur les 1300, et puis après il a reperdu ce qu'il avait gagné, et depuis il est rentré à nouveau dans une phase de consolidation. On est monté à un pic de $1,300 l'once d'or, donc le mercredi 9 novembre, donc quelques heures après l'annonce de la victoire de Donald Trump. Et là, on est repassé, je le rappelle, on est même en train de... 1200 maintenant. Oui, $1,180 et même en dessous actuellement. Oui, et cette zone des 1200, 1190, c'était une zone technique assez intéressante. Qui correspond pour le coup à la fois ce qu'on appelle des overlaps, c'est-à-dire des anciennes résistances qui étaient devenues le support, et également, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure en parlant du dollar index, on est aussi sur un retracement de Fibonacci intéressant. Le fait que cette zone soit en train de céder n'est pas de très bon augure pour l'or. Est-ce qu'on pourrait en conclure que c'est plutôt de bon augure pour les indices? C'est pas impossible. La corrélation est pas vérifiée à 100% sur des mouvements de moyen terme, mais elle est sur des mouvements de long terme. L'or reste la valeur refuge, donc on voit que quand il y a une espèce de panique, de mouvement de panique sur les indices et les actions, en revanche, on se réfugie très vite vers l'or. C'est ce qu'on a vu au début d'année, et c'est également ce qu'on a vu sur l'effet Trump. Hein. Cette accélération de l'or au début était due à on pensait que les marchés allaient se casser la gueule. Et puis on s'est aperçu que non, pas du tout. Le marché achetait finalement Donald Trump quelques heures après l'annonce de sa victoire. 4550 points, on est en train de vivre la clôture des marchés européens et la clôture définitive du CAC 40. Plus 0,2% ce soir à l'arrivée pour l'indice parisien, 4550 points. Quelques dossiers défensifs là qui retrouvaient un peu d'intérêt pour les investisseurs aujourd'hui. Je pense à Danone, plus 2%. On a L'Oréal qui gagne un peu plus de 1%. Sanofi dans la santé qui gagne 0,9%, alors que la vedette du jour en Europe et dans le secteur de la santé particulièrement, c'est le Suisse Actelion qui confirme ce soir qu'il y a des discussions avec l'américain Johnson & Johnson au sujet d'une possible transaction. Donc l'américain Johnson & Johnson qui cherche à acquérir le Suisse Actelion. C'est pas la première fois qu'on parle d'Actelion comme étant une cible. Certains estiment d'ailleurs que si Johnson & Johnson en venait à lancer une offre sur Actelion, il y aurait forcément d'autres des contre-offres qui seraient mises sur la table également. Pourquoi pas en provenance d'un autre Suisse, Novartis en l'occurrence. En tout cas, Actelion signe la plus forte hausse du jour en Europe au sein du stock 600. Une hausse de près de 17%. Et puis parmi les secteurs un peu en retard, le pétrole bien sûr, avec des cours déprimés aujourd'hui. On perd 3% sur le baril de Brent, sur le baril de brut léger américain. Donc on est sous les $48 pour le Brent, sous les $47 pour le brut léger américain. On avait pourtant des signaux positifs ces derniers jours en vue de la réunion de l'OPEP de mercredi prochain. Et puis des sources nous apprennent que l'Arabie Saoudite ne souhaite pas participer aux discussions préliminaires qui vont se tenir lundi à Vienne avec les pays producteurs non membres de l'OPEP. Donc une petite déception là à quelques jours maintenant de cette réunion des pays producteurs à Vienne, et ça fait rechuter quelques valeurs du secteur. Je pense
sa technique qui recule de plus de 3%, signant ainsi la plus forte baisse du CAC cet après-midi. Le secteur bancaire négatif ce soir avec toujours des difficultés autour de Monte dei Paschi, la banque italienne. Pourtant les actionnaires ont validé le plan de sauvetage, mais c'est un plan de sauvetage compliqué à mettre en œuvre. Il y aura une partie d'émission d'actions nouvelles et puis surtout une partie de conversion de la dette en actions, et les créanciers de Monte dei Paschi vont devoir décider avant le résultat du référendum s'ils veulent ou non convertir les dettes qu'ils détiennent en actions, et c'est, on l'imagine, une décision difficile à prendre tant qu'on ne connaît pas le résultat effectivement et l'avenir politique de l'Italie. Donc le titre Monte dei Paschi est un peu chahuté encore aujourd'hui, moins 9% ce soir à Milan. Voilà pour le panorama de cette séance. Le CAC à l'arrivée légèrement positif dans une séance très calme en termes de volume d'activité, puisqu'on a simplement une demi-séance à New York. C'est vraiment un long week-end pour les Américains, week-end de Thanksgiving, et le CAC à l'arrivée donc plus 0,17% précisément sur le niveau des 4550 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Marc Daguerre, fondateur de DT Expert, Jean-Jacques Ohana, directeur des investissements d'ICAP Asset Management. On est toujours en duplex également avec Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. Jean-Jacques, oui, on a l'impression que là, on voit quelques valeurs défensives qui retrouvent un peu d'intérêt de la part des investisseurs. Secteur bancaire, ça fait quelques jours qu'on voit quand même les banques qui calent un petit peu, qui profitent moins de la quantification de la courbe des taux, voilà, d'un retour à une courbe de taux obligataire un peu plus normale. Est-ce qu'on est toujours dans le phénomène de grande rotation? C'est juste une pause là dans ce phénomène-là, ou est-ce que c'est une tendance qui est déjà altérée? Je crois qu'on est toujours dans une grande rotation. Ce sont les Américains qui donnent le là. On a cette rotation qui est tout à fait notable aux États-Unis. Depuis, par exemple, sur le mois, on a une performance incroyable de 13% sur les small caps US, une performance de 5% sur les actions value US, alors que le Nasdaq, qui avait dominé la cote américaine pendant 5 années, emblème de la croissance. Absolument. Le Nasdaq, lui, ne monte que de 1%. Donc, à mon sens, la surperformance de la thématique value, aux dépens de la thématique grosse et de la thématique défensive, est amorcée. Le problème, c'est qu'en Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, la hausse de taux est beaucoup moins logique. La zone euro souffre en réalité de la hausse de taux, puisque les spreads souverains et les spreads bancaires se tendent suite à cette hausse de taux. Et comme cette hausse de taux est moins logique, il y a des contre-coups de la hausse de taux. Donc par exemple le Bund qui est revenu de plus 0,3 à 0,2, donc c'est 10 points de base. Et ces 10 points de base ont favorisé un retour temporaire des actions défensives. Des thématiques défensives. Voilà. Alors effectivement, le food and beverage, les valeurs de l'agroalimentaire. On voit, je voyais quelques foncières aussi, Unibail, Rodamco. Juste comment on peut expliquer simplement qu'est-ce que ça veut dire la value versus growth versus la croissance. Enfin, c'est quoi cette fameuse value là dont personne ne voulait pendant des années et qui est en train de redevenir, enfin de devenir à la mode comme ça du jour au lendemain. Je dirais qu'il y a 3 thématiques. Il y a 2 thématiques qui sont vraiment orthogonales sur les marchés d'actions. Ce sont value et growth. Alors value, ce sont les actions décotées. Donc ça veut dire qu'ils délivrent soit un fort dividende, soit qui ont des prix qui sont bas par rapport à leur bilan, ce qu'on appelle le price to book en anglais. Et selon ces différents indicateurs, aujourd'hui il y a 2-3 secteurs qui sont en pointe dans le secteur value. Le premier secteur, c'est le secteur des financières, évidemment. Deuxième secteur, ce sont les producteurs de pétrolières, donc les pétrolières. Troisième secteur, les matériaux de base, donc les secteurs cycliques de l'économie de l'économie mondiale, sensibles à la croissance mondiale. Au niveau des actions growth, aujourd'hui, évidemment, aux États-Unis et en Europe, c'est un petit peu différent. Aux États-Unis, c'est très orienté technologie, très orienté healthcare. En Europe, on retrouve à la fois certaines grosses industrielles allemandes avec une forte visibilité de résultats, certaines défensives aussi, puisque en fait dans certaines défensives vous avez une visibilité des cash flows et une croissance. Et puis vous avez un troisième secteur qui a remporté énormément de succès au niveau des investisseurs ces 5-6 dernières années. C'est le secteur des défensives avec des thématiques qu'on a appelées minimum variance, low volatility, etc. Ce sont des secteurs, comme son nom l'indique, à faible volatilité dans le marché,
avec, vous l'avez cité, l'alimentaire, la santé, mais la santé a souvent été présente dans le secteur, évidemment l'immobilier. Et puis toutes sortes de sociétés qui sont même du luxe, par exemple du secteur du luxe, avec une forte visibilité de cash flow, quel que soit le cycle. Et aujourd'hui, la hausse de taux pénalise fortement ces valeurs-là. Les actions à forte visibilité. Ça se comprend intuitivement. Vous avez une action à forte visibilité qui délivre un cash flow qui est visible dans le temps. Vous avez une obligation. Et cette obligation, elle est sensible à la hausse de taux. On rappelle, quand les taux montent, c'est que le prix des obligations, le prix des dettes baisse. Donc on a une correction du marché obligataire qui augmente le niveau de rendement, le niveau des taux. Dans les values, vous n'avez pas de cash flow. Donc c'est des sociétés, il n'y a pas de cash flow, donc c'est pas sensible à la hausse des taux. Dès qu'il y a une amélioration du cycle, et c'est exactement ce qui se passe avec l'effet Trump. L'effet Trump, c'est non seulement les infrastructures, mais surtout la relance budgétaire. Surtout l'idée qui va faire du déficit budgétaire. Et ça, c'est bien pour le cycle économique aux États-Unis, aussi bien sur l'inflation que sur la croissance. Donc voilà, le secteur value. Très clair. Alexandre Baradez, qu'est-ce qui... si, quand même, le pétrole, là, ça va être l'événement du milieu de semaine prochaine. On avait quand même un ensemble de signaux positifs ces derniers temps. Tout le monde y allait de sa petite musique un peu plus, un peu plus agréable, avec un peu plus de confiance sur l'idée d'un compromis enfin. Alors on sait que les pays clés, c'est l'Iran, c'est la Russie, évidemment l'Arabie Saoudite, qui là nous dit, bon, les discussions préliminaires, là, je sais pas trop, je crois que j'irai pas. Oui, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de volonté d'aller vers un accord, mais l'Arabie Saoudite dit faisons les choses dans l'ordre. D'abord, trouvons un accord entre membres de l'OPEP, et ensuite discutons, même si je ne suis pas sûr convaincu sur la meilleure méthode, mais ensuite voyons un accord avec les membres hors OPEP. Il y a une chose intéressante, c'est que le baril, effectivement, alors ça c'est pas forcément très intéressant, mais le baril rechute, mais les indices n'ont pas bougé. Alors, vous me direz, les liquidités, les volumes sont très faibles, mais quand même, c'est un signal intéressant, en tout cas, de voir que les indices US et les indices européens n'ont pas suivi ce mouvement de baisse du pétrole. Peut-être que justement, on ne croit pas forcément que ce soit une grosse menace pour la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, le marché, effectivement, sanctionne un peu ça sur le pétrole. Est-ce que, globalement, il y a des inquiétudes? En tout cas, ce qui est très clair, c'est que c'est la réunion de la dernière chance. S'il y a pas, ça délivre pas cette réunion-là, il y aura des moments très brutaux qui vont suivre. Et le marché ne veut pas croire tellement à ça, parce que cette réunion, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a vu sur cette année, en fait. Tous les échecs réguliers qu'il y a eu, et ensuite, ce début d'accord à la dernière réunion, il faut que ça se concrétise. Voilà, donc c'est quand même, c'est pas juste une réunion, c'est une réunion d'aboutissement, de conclusion de tout le cycle qu'on a eu précédemment. Donc moi je suis pas très inquiet. Je pense quand même que le baril, même globalement, s'il y avait un échec initial qui renvoyait le baril vers les $40, je pense quand même qu'à moyen terme, on a plutôt des prix qui vont se redresser à horizon quelques semaines ensuite, vers les $52, $53, vers les moyennes de prix hebdo ensuite. Donc je suis pas très inquiet sur le baril. Je pense que les creux sont plutôt des zones de rachat. Si vous me permettez une dernière parenthèse très rapide, j'ai envie de dire sur Jean-Jacques Ohana, que je trouve intéressant votre discussion sur la partie obligataire. Sur l'Italie, en revanche, moi je suis pas forcément très inquiet sur la question obligataire. Alors, il ne faudrait pas que ça dérape complètement, mais sur les niveaux actuels en tout cas, il faut rappeler que début octobre on était à 0,2, aux alentours de 1% sur le 10 ans italien, on est monté à plus de 2%, le 10 ans allemand était à 0,20, il est monté à 0, le 10 ans français était à 0,2, il est monté à 0,8, donc x4. Le spread s'écarte, Italie-Allemagne, mais c'est la même chose pour la France-Allemagne, Portugal-Allemagne, tous les spreads globaux en zone euro, enfin les spreads par rapport à l'Allemagne, s'écartent. L'Italie, souvenons-nous bien qu'en 2010-2011, on tapait des taux à 10 ans à 7-8%. Donc là, à 2%, oui, il y a un redressement par rapport à la zone des 1%, mais il n'y a pas non plus de vrai danger, si vous voulez. Donc, tout est dans la mesure de l'accélération. Tant que ça reste dans une croyance qu'effectivement les prix vont repartir à la hausse, et c'est aussi un pari peut-être que fait l'obligataire, qu'il y aura accord sur le pétrole, donc le pétrole va monter, donc bon pour l'inflation, un pari sur la croissance en zone euro également qui va repartir parce que les investissements vont repartir, le plan Juncker, etc. Je pense que c'est un pari optimiste finalement qu'on voit sur la question obligataire. Donc, je suis pas inquiet pour l'instant. Voilà, je pense pas que ce soit ça qui freine les marchés en ce moment. Je pense vraiment la question du risque politique, mais c'est moins le redressement, enfin la baisse d'obligations et le redressement des taux que le risque politique très court terme qui inquiète le marché. Voilà. Merci Alexandre, merci d'avoir été avec nous pour la fin de séance. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, 17h48, on marque une dernière pause, on se retrouve dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Quelques minutes avec nos invités encore, Jean-Jacques Ohana, directeur des investissements d'ICAP Asset Management, et Marc Daguerre, le président fondateur de DT Expert. On parlait du pétrole, alors c'est vrai que le pétrole prend une petite claque aujourd'hui puisqu'on perd plus de 3%, que ce soit sur le baril de Brent ou le baril de brut léger américain, puisque l'Arabie Saoudite, on vous le redit, ne souhaite pas visiblement participer aux discussions préliminaires en début de semaine prochaine, avant la réunion officielle de l'OPEP qui se tiendra mercredi prochain à Vienne, et l'Arabie Saoudite veut d'abord tenir cette réunion officielle pour ensuite discuter éventuellement avec d'autres
d'autres pays producteurs de pétrole mais non membres du cartel. Donc ça met un petit coup sur les cours du pétrole et sur le secteur en bourse, puisque Technip recule de plus de 3% ce soir à Paris. Quelle est votre vue sur ces cours du pétrole et sur ces valeurs en bourse liées au secteur pétrolier, mais même au secteur des matières premières au sens large, Marc? Oui, alors... Parce qu'on a vu là, juste, je vous coupe encore, mais le cuivre, par exemple, ou les métaux industriels viennent de vivre une semaine faramineuse. Ça se calme aujourd'hui, puisque tout se calme aujourd'hui, mais c'est 7-8% de hausse sur certains métaux tout au long de la semaine. Oui, alors il y a effectivement une redistribution des intérêts vers les matières premières qui est assez volatile en ce moment. Le pétrole, alors je vais vous dire deux choses. Techniquement, ça fait un moment que on est dans une zone grise assez difficile. Parlons sur le Brent, où on a une zone de résistance très forte autour des $56, et on a encore une zone de soutien qui est vers les $40. Tant qu'on est dans cette zone, techniquement, j'entends bien techniquement, je sors de la conjoncture de l'OPEP, etc. C'est une zone dans laquelle il est difficile de véritablement se prononcer. Et sur laquelle, pour l'instant, malgré tout, j'aurais plutôt tendance à rester plutôt baissier. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer sur le pétrole aujourd'hui? Il y a, ça reste sans doute l'actif qui est le plus aléatoire au niveau de la corrélation, parce que il répond à une des conjonctures macroéconomiques et géopolitiques qui sont quand même assez tendues. Il y a l'Iran, il y a les pays du Golfe, il y a maintenant la production américaine avec le pétrole de schiste, etc. Il y a la Russie aussi. Bien sûr. Donc c'est vraiment l'actif à la fois sur lequel l'économie est quand même extrêmement appuyée globalement dans le monde, et qui répond à parfois des événements totalement aléatoires, violents dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai pas un avis très prononcé dans l'immédiat sur une tendance sur le pétrole. Je sais une chose sûre et certaine, c'est que l'Arabie Saoudite est encore loin, malgré ce qui se passe avec les États-Unis, d'avoir maille à partir, et je pense qu'elle va encore faire la pluie et le beau temps, en tout cas tant qu'elle en a envie pour le moment, et je pense encore pour un certain temps. Et c'est d'ailleurs un des problèmes aussi de l'équilibre économique mondial aujourd'hui, de savoir que l'Arabie Saoudite, qui est un des pays, si vous voulez, les moins endettés aujourd'hui du monde. Ils ont un peu de marge. Oui, voilà. Alors ils commencent gentiment à s'endetter, mais oui, mais je pense qu'ils ont, enfin, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans la distribution des équilibres économiques mondiaux qui tournent énormément autour de cet actif-là. Moi, j'aurais tendance à rester prudent. Je suis pas persuadé qu'on puisse repartir à la hausse très rapidement sur le pétrole. En tout cas, tant qu'on est sous les $56 sur le Brent, je resterai prudent, même si on est encore $10 plus bas aujourd'hui. Et sur les matières premières et sur la thématique en bourse là des matières premières, parce qu'on a eu, alors ça a été le mot de reflation est très à la mode aujourd'hui, mais on l'a raconté plein de fois avec Jean-Jacques, avec vous. Ça a commencé finalement beaucoup plus tôt cette année, avec le redressement des secteurs des mines, des ressources de base. Ça a embrayé ensuite sur les banques. On l'a vu aussi se concrétiser sur le marché obligataire et sur la remontée des rendements. Enfin, ça a été une pièce de théâtre en plusieurs actes qui nous amène aujourd'hui à cette thématique un peu généralisée de la reflation. Mais sur les matières premières, sur les ressources de base et sur les secteurs en bourse, là, il y a encore des choses à faire. C'est encore des secteurs intéressants, Marc. Il y a toujours, et c'est ça qui est intéressant, il y a toujours des choses à faire en bourse. Il y a tellement d'actifs différents. Si on regarde, si vous allez dans le cas par cas, dans le stock picking, etc. Et tout à l'heure, Jean-Jacques parlait des mid-cap américaines, etc. Il y a vraiment toujours de quoi faire. Il y a toujours un moteur qui s'allume quelque part. Ah, donc cette question maintenant, est-ce qu'il y a des choses visibles, des grandes tendances? Évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure avec vous sur l'état du trading, quand on est dans un contexte difficile, c'est là qu'il faut vraiment montrer son talent et sa différenciation. Aujourd'hui, les matières premières, effectivement, ont beaucoup donné j'allais dire le là de la tendance globale. Là, je pense que la valeur du CAC la plus performante en 2016, pour l'instant, ça reste ArcelorMittal. Ah oui, je pense de très loin, oui. D'assez loin. Si on sort du CAC, je crois qu'Eramet s'en sort pas mal non plus aussi, pour rester dans la même thématique. Ce sont effectivement des valeurs qui avaient été quand même massacré pendant un certain temps. Arcelor revenait de quand même de très haut, et aujourd'hui commence à avoir techniquement une envergure et un potentiel assez intéressant.
que je pense effectivement, si on devait essayer de choisir des secteurs, j'irais bien vers ces secteurs-là. Étrangement, techniquement, on a regardé récemment le secteur bancaire aussi, qui à moyen terme reste assez positif avec ce qui s'est passé ces derniers temps. En revanche, il y a effectivement des secteurs qui sont, comme je sais pas, par exemple la communication, des secteurs plus fragiles qui, d'un point de vue technique, n'ont pas encore beaucoup d'attrait, en tout cas à la hausse. Jean-Jacques, sur les thématiques, alors évidemment, hein, parce que les parcours, alors oui, il faut voir d'où on vient sur les ressources de base, sur les minières, sur les bancaires, bien sûr, mais là on se dit, voilà, les banques, ça a déjà repris 50% depuis début juillet, les ressources de base, on n'en parle même pas avec Arcelor qui doit faire peut-être 100% depuis le début de l'année, enfin on est sur ces niveaux-là en tout cas de performance. On se dit, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Alors, c'est vrai que quand on regarde les performances sectorielles du Stoxx 600 Europe, donc l'indice global européen, aujourd'hui, c'est un indicateur qui est très informatif. On a 60% de performance depuis le début de l'année sur les ressources de base. Deuxième secteur, le pétrole, 10%. Puis après, il y a quasiment plus rien. C'est fini après. Après, il y a quelques secteurs à 3%, c'est des secteurs industriels, et puis après, c'est tout négatif. Donc ça illustre bien le marché boursier européen cette année. Et la particularité de ces secteurs, ressources de base et pétrole, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec l'Europe. C'est une particularité vraiment notable. Les ressources de base, pour la plupart, sont je mets de côté Arcelor ou certains producteurs d'acier allemands, mais pour la plupart, les grandes minières sont cotées à Londres. Ouais. Elles n'ont rien de britannique. C'est une place de cotation. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Elles sont très connectées à la croissance mondiale. Et finalement, la croissance mondiale se porte pas si mal. On le voyait même avant l'élection de Trump. Donc c'est pas seulement un phénomène Trump. On voit que le cuivre montrait des signes de force, le zinc également, le minerai de fer aussi, avant l'élection de Trump. Et Trump n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Donc la croissance mondiale se porte pas si mal. La Chine montre finalement quelques signes de force. Et globalement, peut-être que ce secteur pourrait continuer à progresser et à entraîner la cote. Ouais, c'est ça. Pas forcément terminé. En tout cas, c'est un secteur dont on pourra continuer peut-être à parler en 2017. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Bientôt 18h. Bon début de soirée sur BFM Business. On se retrouve lundi dès 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.